Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet. Ah bah tu vois, encore les manches. Généralement, quand je relève mes manches comme ça, c'est que on va parler d'un sujet important. C'est probablement l'un des sujets centraux sur cette chaîne, puisqu'on va parler de comment exploser votre ARR. Je vais vous en parler avec mon expérience, ou plutôt, je vais vous en parler avec l'expérience de plus de 100 SaaS, puisque cette année, enfin, ça y est, on a passé la barre des 100 SaaS accompagnés. Cette expérience m'a permis d'en tirer 10 leçons. Il y a beaucoup plus de leçons, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 10 leçons qui vont vous permettre d'augmenter votre ARR. Ces 10 leçons sont à prendre comme des fondamentaux. Parce que ces 10 leçons fonctionnent, que vous soyez sur la route de votre premier million d'ARR, ou que vous cherchiez à dépasser 10, 20 et plus millions d'euros d'ARR. Quand on est fondateur, directeur commercial ou commercial d'un logiciel SaaS, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'espoir sur la route. Et si aujourd'hui, je peux vous aider à répondre à quelques-unes de ces questions, à vous donner des idées, peut-être des actions à prendre pour continuer d'augmenter votre ARR, eh bien j'en serai ravi et ce sera mission accomplie. Restez bien attentifs parce que dans ces 10 leçons, il y en a une qui est bien plus importante que toutes les autres dont je vais vous parler à travers un comparatif. Si vous êtes trop pressé et que vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, allez directement regarder la leçon numéro 5 sur les top performers. Voici donc mes 10 leçons pour exploser les ventes de votre logiciel SaaS. Il y a seulement 4% des logiciels SaaS qui parviennent à passer le million d'euros d'ARR. Alors l'ARR, c'est le revenu annuel récurrent, c'est le chiffre d'affaires annuel provoqué par la vente d'abonnements de votre logiciel. 4% pour 1 million et de moins en moins à mesure que l'on monte dans cette valeur d'ARR. Évidemment, c'est normal. Alors, que font ces entreprises qui se distinguent dans ces 4%? Quelles méthodes, processus, outils commerciaux elles utilisent là où 96% échouent? C'est en 10 leçons que nous allons répondre à cette question. Leçon numéro 1. Sans lui, pas de magie. Avant de parler de vente, il y a un concept fondamental à maîtriser et c'est celui du Product Market Fit. Encore un terme anglais pour signifier le couple, l'adéquation entre le produit que vous vendez et le marché auquel vous vendez ce produit. C'est important de comprendre cette notion avant de poursuivre sur les ventes parce que votre capacité à générer du chiffre d'affaires, elle va être directement corrélée à la qualité de votre Product Market Fit. Alors moi, j'ai imaginé 3 niveaux de Product Market Fit liés à la vente. Premier niveau, vous avez quelque chose à vendre, disons des glaçons, à des gens, au hasard, disons, oui, je vais le dire, des Esquimaux. Là, c'est le syndrome des personnes qui cherchent à vendre une chose dont la personne n'a pas besoin. Alors oui, il y a bien des commerciaux qui vont vous dire qu'ils sont capables de vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais la vérité, c'est que même s'ils y arrivent une fois, combien d'autres fois ils ont échoué? 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois? Oui, on va finir y arriver sur un malentendu, mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est une croissance saine, basée sur des fondamentaux, et on va voir tout de suite le niveau 2 qui va nous permettre de nous rapprocher de ça. Le niveau 2, c'est qu'on cherche quelque chose de bon à vendre. On a pris la glace, on l'a fondue, on l'a mis dans une bouteille d'eau qu'on a sanifiée, une bouteille d'eau, à des gens qui semblent en avoir besoin. Et là, on va s'imaginer tous les groupes de personnes qui peuvent avoir besoin d'eau. Un sportif qui sort de son entraînement, un homme d'affaires un peu pressé qui sort d'un déjeuner copieux. Là ici, il suffit d'imaginer des gens dont le contexte semblerait convenir à l'achat de la bouteille d'eau. Mais ce n'est pas tout, il y a un dernier niveau, et c'est celui-ci que l'on cherche à viser. Le dernier niveau, c'est de continuer de vendre quelque chose de bon évidemment, mais cette fois-ci à des gens qui veulent acheter. Par exemple, des touristes assoiffés dans le désert. C'est des personnes qui veulent acheter. Vous comprenez bien que si vous êtes un excellent vendeur, dans tous les cas, vous vendrez beaucoup plus d'unités d'un bon produit à quelqu'un qui veut l'acheter qu'une unité d'un produit lambda à quelqu'un au hasard sur le marché. C'est une évidence. Ça veut dire que votre croissance, elle sera majoritairement limitée par la qualité de votre Product Market Fit, même si les ventes peuvent avoir des facteurs multiplicatifs énormes. Et c'est de ça dont on va parler majoritairement aujourd'hui d'ailleurs. Donc pour la leçon numéro 1, quand je disais sans lui, pas de magie, je parlais évidemment du célèbre Product Market Fit, dont votre succès en vente va largement être dépendant. Si vous n'êtes pas sûr de votre Product Market Fit, vous avez des doutes, c'est une étape tout à fait normale, surtout si vous êtes dans les premières années de votre logiciel. Et pour progresser, j'ai 4 solutions pour vous. La première, c'est de faire des interviews avec les personnes dont vous pensez qu'elles seraient le plus intéressées par votre bon produit. Je pars du principe que vous avez un bon produit évidemment. Et donc là, passer du temps avec les gens sans chercher à leur vendre quoi que ce soit, juste pour les comprendre, ça va être primordial. Et plus vous le ferez, plus vous allez comprendre vers qui vous dirigez pour aller chercher cette adéquation idéale entre un bon produit et quelqu'un qui souhaite l'acheter. Ça va vous permettre d'appliquer mes 3 prochains conseils. Soit d'améliorer votre produit, soit de vous diriger vers une cible qui a davantage besoin de votre bon produit, ou enfin changer de message. Le message, c'est simplement la manière dont vous allez parler de votre produit. Si on prend l'exemple d'un téléphone, je peux en parler avec 2 messages différents. Je peux dire que mon téléphone, c'est un outil pour rester en contact avec ma famille éloignée quand je suis expatrié, ou alors je peux dire qu'un téléphone, c'est un outil de productivité
pour les dirigeants de logiciels SaaS, par exemple. Vous voyez, qu'en changeant le message, je vais changer aussi la perception de la cible qui l'écoute. Et ça, c'est très important. C'est une bonne manière de changer votre product market fit sans changer de produit d'ailleurs. Alors, si vous voulez tester votre product market fit, il y a un test qui s'appelle le Sean Ellis Test. Ce test consiste à demander à vos utilisateurs actuels s'ils seraient déçus à l'idée de ne plus pouvoir utiliser votre produit. Et si plus de 40% des gens vous répondent qu'ils sont très déçus, Sean Ellis considère que vous avez votre product market fit. Leçon numéro 2, les riches sont dans les niches. Cette leçon que j'ai apprise s'adresse majoritairement aux logiciels SaaS qui démarrent leur aventure et qui n'ont pas encore atteint leur premier million d'ARR. La meilleure manière de faire de l'argent rapidement, de convaincre plus rapidement et d'aller vite sur sa croissance, c'est d'adresser un problème très précis, pour une catégorie de personnes ou d'entreprises, elle aussi très précise. Ça va vous donner un avantage concurrentiel énorme et ça va vous permettre de prendre parfois le leadership d'un marché. Si vous souhaitez faire 1 million d'euros d'ARR, vous n'avez pas besoin d'un marché à 1 milliard. Donc n'ayez pas peur de vous couper d'une grande partie du marché, ce n'est pas grave parce que repousser une partie du marché, c'est aussi attirer une autre partie. Et c'est exactement ça que vous cherchez à faire. Alors foncez, je sais que ça peut faire peur, je sais qu'on a envie de se couper de rien et de taper le plus large possible, mais c'est en parlant à tout le monde qu'au final, peu de gens se sentiront vraiment concernés. Pour illustrer sur l'exemple des niches et que ça se ressente dans votre prospection, j'utilise la méthode de la prospection concentrique. La prospection concentrique, c'est simplement le fait d'aller vers la niche la plus petite mais la plus évidente vis-à-vis de votre produit, vers la niche la plus large dans votre ordre de prospection. Et évidemment, la niche la plus petite, la plus évidente, celle qui va vous faire vendre le plus rapidement au début, ce sera votre réseau. Et ça, c'est génial, parce qu'avec votre réseau, vous allez vendre vite. Et attention, le réseau, ce n'est pas industrialisable, ce n'est pas scalable, et assez rapidement, vous allez devoir trouver votre première vraie niche de personnes qui ne vous connaissent pas. Par exemple, l'ensemble des SaaS B2B en FinTech en Ile-de-France. Ça pourrait être une niche que vous voudriez adresser très rapidement. Donc à retenir, se nicher, c'est vendre plus vite et plus facilement. Pour progresser, vous pouvez vous poser 2 questions. La première question, c'est quelle est la niche dont je peux devenir leader en moins de 9 mois? Ça va vous donner une bonne idée de la taille à aller chercher. Et la deuxième question, si vous n'en trouvez pas, c'est quel est le plus petit dénominateur commun de tous les clients, et disons les 10 derniers clients que j'ai actuellement en portefeuille. Je vais vous donner 3 conseils pour gagner vos premiers clients plus rapidement. Donc la première astuce, je l'appelle CompetiFriend, et en fait, elle consiste à, dès que vous signez un client d'un certain secteur d'activité, d'aller chercher tous ses concurrents pour lui raconter l'histoire, dire écoutez, je viens de travailler avec le client XYZ qui est dans le même secteur que vous. Je me suis dit que ça vous intéresserait de le savoir et de comprendre comment il nous utilise pour gagner XYZ% en productivité, par exemple. Donc déjà, ça c'est un réflexe. Je gagne un nouveau compte, un nouveau logo, je fonce sur tous ses concurrents pour raconter cette histoire et créer une forme de FOMO qui aura plus de chances de les intéresser et pour vous d'obtenir un rendez-vous et de vendre. Le deuxième conseil, c'est quand vous avez un client satisfait, au lieu de simplement lui demander à qui tu pourrais nous recommander, vous allez chercher dans son réseau LinkedIn les personnes de son réseau qui vous intéressent, entre 2 et 5, et vous allez lui demander pour chacune d'entre elles d'être mis en relation. C'est toujours beaucoup plus efficace et impactant quand on donne le nom des personnes avec lesquelles on veut être en relation que quand on ne le fait pas en fait. Leçon numéro 3, maîtriser les dosages. Quand on cherche à acquérir plus de clients et faire plus de croissance, on se pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'inbound ou dans l'outbound en termes de prospection? Petite mise au point ici. L'inbound, ce sont toutes les techniques de prospection et d'acquisition de nouveaux clients qui consistent à faire venir le client à nous. L'outbound, lui, c'est l'inverse, c'est toutes les techniques d'acquisition de prospection qui vont consister à aller vers le client pour démarrer la discussion avec lui. Quelques méthodes d'inbound. Écrire des articles de blog avec des appels à l'action qui vont demander des démos. Faire des vidéos tutoriels pour aider vos clients à résoudre les problèmes habituels qu'ils ont. Rédiger des posts LinkedIn sur les sujets qui intéressent vos prospects pour vous faire connaître et qu'ils vous contactent pour que vous les aidiez. Donner du contenu sans viser particulièrement quelqu'un et un prospect va vous écrire pour démarrer une discussion. Quelques exemples d'outbound. Vous appelez un prospect dont vous avez obtenu le numéro. Vous envoyez un email à un prospect. Vous utilisez LinkedIn, mais cette fois-ci en utilisant les messages instantanés pour aller écrire à un de vos prospects. Vous voyez, tout ça, ce n'est qu'une question de flux, inbound versus outbound. De plus en plus, l'inbound gagne un terrain énorme et on le sait, plus de 70% de la décision d'achat aujourd'hui, elle se prend sur Internet, sans commerciaux, sans intervention réellement humaine. Cette tendance, elle continue de s'accentuer. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai fait sur les conseils du BCG pour vendre mieux, un des articles du BCG que je mets en relief montre l'évolution de la prise de la place du digital dans le parcours d'achat global. Parce qu'initialement, le digital intervenait plutôt très tôt au niveau de la décision d'achat,
et avec le temps, il prend de plus en plus de place dans la chronologie totale, même sur des paniers moyens à plusieurs millions d'euros avec des décideurs de très haut niveau dans les grands groupes. J'ai vu des entreprises construire leur croissance uniquement sur de l'inbound. J'ai aussi vu des entreprises construire leur croissance uniquement sur l'outbound. Ce qui est certain, c'est que l'inbound a une certaine inertie avant que cela fonctionne, là où l'outbound peut être instantané. Mon point, c'est de réussir à construire un équilibre que vous allez définir en regardant ce qui se fait sur votre marché. Et moi, je vous conseille de prendre un risque parce qu'il y a souvent des canaux inexploités sur lesquels il peut y avoir un boulevard, un océan bleu pour ceux qui adorent ce terme, et qui va vous permettre d'aller chercher des prospects là où les autres ne vont pas. Donc, pour maîtriser les dosages, il faut faire un peu des deux en comprenant l'intérêt de chacun et en n'hésitant pas à investir tôt dans la partie inbound. C'est du temps, c'est de la construction, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce que côté outbound, vous allez gagner des affaires vite si vous y prenez bien. Et heureusement sur cette chaîne, il y a plein de vidéos gratuites de formation sur la prospection, LinkedIn, email, téléphonique, qui pourront vous aider à le faire. Les efforts inbound, ils marchent sur des intérêts composés. Donc au début, c'est assez long à se mettre en place, et quand ça part, ça peut vraiment être très gros. Là où l'onbound, ça va plutôt être instantané, mais une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière, il faut ajouter des personnes pour créer des incréments de rendez-vous, de business en plus pour vous. La leçon numéro 4 que j'ai apprise auprès de ces plus de 100 logiciels SaaS qui m'ont fait confiance, c'est que vendre, c'est aider un acheteur à acheter. Je l'ai toujours dit et je l'ai vu maintes et maintes fois. Je le redis ici pour introduire la notion d'intention. Vous n'allez pas faire les mêmes actions si votre intention c'est d'aider un acheteur à acheter. Je dis acheteur, mais je pourrais dire prospect, c'est la même chose, c'est pas forcément le métier acheteur, que si votre intention c'est de vendre. Vous n'allez pas faire les mêmes actions, ça ne va pas avoir le même impact sur vous. Et d'ailleurs, dans vos objectifs et vos points de concentration, ça devrait aussi se ressentir. Au début, vous ne connaissez pas vos ratios. Vous ne savez pas combien de personnes il faut que vous contactiez ou quelles actions vous devez faire pour obtenir un rendez-vous ou signer un contrat, etc., etc. Et tout ce qui va vous intéresser, c'est que vous allez compter les contrats que vous signez. Mais vous ne savez pas les efforts que vous devez déployer, les canaux que vous devez utiliser pour avoir ce prospect. Alors, je vous invite, si vous ne connaissez pas ces ratios parce que vous êtes au début de l'aventure, je vous invite à vous concentrer sur l'effort que vous mettez à trouver ces clients, ces prospects. On va donc réfléchir au KPI de résultats, un chiffre d'affaires signé, un nombre de clients gagnés, que dans un second temps. Dans un premier temps, on va se concentrer sur un KPI d'intention. Quel effort je suis prêt à mettre dans la machine? Et toutes les semaines, vous allez vous concentrer sur faire vos chiffres. Vous allez vous concentrer sur envoyer des bons emails aux bonnes personnes, faire de bons appels téléphoniques à un nombre suffisant de personnes. Et c'est ça qui vous intéresse. Le résultat de ce bon travail, ce sera des contrats signés, ce seront de nouveaux clients. Et c'est tout, ce n'est qu'une conséquence. Et c'est en vous concentrant sur l'intention, l'effort, l'énergie, les ressources que vous mettez dans l'entrant que vous aurez le sortant. Ensuite, vous aurez vos ratios. Ensuite, vous saurez quel effort il faut produire pour créer le résultat attendu et vous pourrez commencer à piloter au résultat. Mais la vérité, c'est que bien souvent, on est si frustré sur les résultats qu'on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'intention, l'énergie à mettre en entrée de la machine. Leçon numéro 5, les champions ne sont pas ceux qu'on croit. Cette leçon numéro 5, c'est l'une des seules que j'avais apprises avant d'accompagner mes clients. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé Meet Your Market. C'est parce que les champions ne sont pas ceux qu'on croit. L'époque de Jean-Claude Convenant est révolue. Le loup de Wall Street n'a plus sa place en France. Les prospects sont fatigués des comportements commerciaux inadaptés. C'est une conviction, c'est une philosophie, c'est ce qui m'anime et c'est l'une des plus grandes raisons qui m'a donné envie de monter Mime. Donc ce qu'on va faire pour parler de cette question philosophique, c'est qu'on va comparer deux personnages imaginaires. Le premier, c'est un commercial qu'on appellera Jean-Claude et le second, c'est un commercial qu'on appellera Albert. Jean-Claude et Albert sont donc tous les deux commerciaux, mais ils n'abordent pas la fonction commerciale de la même manière. Et évidemment, il y en a un qui s'en sort beaucoup mieux que l'autre. Et vous comprendrez vous-même lequel de ces deux personnages s'en sort le mieux en vente. Et je pense que vous l'avez compris depuis longtemps, je suis l'antithèse du loup de Wall Street et je suis ravi de vous présenter cette leçon numéro 5. À gauche, donc, Jean-Claude et à droite, Albert. Au sujet des rendez-vous. Comment Jean-Claude aborde-t-il les rendez-vous? Quand Jean-Claude arrive en rendez-vous, il s'assoit, c'est en physique, il se baisse pour récupérer son ordinateur dans son sac, le pose et branche sa prise pour connecter son super PowerPoint à l'écran du client. Et là, il se passe quelque chose que l'on voit systématiquement en rendez-vous. Le client se recule dans son siège et se dit « Il va me servir sa salade, maintenant je patiente ». Je l'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Jean-Claude
arrive et démarre par présenter des choses à son client. Alors qu'Albert, lui, va se comporter complètement différemment, puisqu'Albert va lancer une discussion. Il arrive, il s'assoit et il discute avec son prospect. Il prend des notes, il n'a rien à montrer. Il discute avec son prospect. Justement, les sujets de discussion. Jean-Claude, quand il discute, il donne son opinion. Il a un avis sur tout. Il sait ce qu'il fait. Il explique au prospect ce qu'il a à faire. Non mais attendez, monsieur le prospect, c'est révolu cette époque. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut penser dans le futur. Albert, lui, il va poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif cette année, monsieur le prospect? Et quel est le risque de cette nouveauté au final? Albert pose des questions, aide son prospect à cheminer dans sa réflexion. Côté concentration, qu'est-ce qui importe le plus Jean-Claude? Jean-Claude, lui, il se concentre sur la relation avec la personne. Ah, monsieur le prospect, qu'est-ce que vous êtes marrant. Vous avez de très beaux bureaux. Vraiment, monsieur le prospect, j'ai passé un super moment avec vous aujourd'hui. Jean-Claude, il est convaincu que s'il est proche de son prospect et qu'il construit une relation, même forcée, même inventée de toutes pièces, il va gagner l'affaire. Albert, lui, il va se concentrer sur la solution et sur les problèmes de son prospect. Creuser, comprendre, proposer quelque chose de pertinent, avoir une discussion à la hauteur. Évidemment, et c'est le cas pour pas mal de ces critères, les deux seront nécessaires. Ce dont on parle ici, c'est ce qui est le plus important pour chacun de ces personnages. Côté interlocuteur, ce qui intéresse Jean-Claude pour vendre son logiciel SaaS, lui, c'est de parler aux utilisateurs. Jean-Claude, il veut parler aux bénéficiaires de la solution, à ceux qui vont l'utiliser. Il va montrer le super produit, il va leur montrer comment ça va changer la vie. Alors qu'Albert, lui, il va se concentrer sur les décideurs. Oui, il va parler aux utilisateurs, mais il sait qui décide à la fin et il sait que c'est avant tout lui qu'il faut convaincre. Car un utilisateur, un bénéficiaire, n'a pas le pouvoir de vous dire oui, mais souvent, il a le pouvoir de vous dire non. Et ça, c'est une situation très dangereuse. J'en parle dans une autre vidéo comme le syndrome de la censure. Côté démo, oui, parce que vous vendez un logiciel SaaS, il va falloir faire une démo. Jean-Claude, quand il fait sa démo, il présente les fonctionnalités. Alors là, vous voyez, monsieur le prospect, si vous cliquez ici, il va se passer ça, et vous pourrez faire ci et ça. Et il présente ces fonctionnalités une par une dans un bel ordre bien défini. Albert, lui, il va faire quelque chose de très puissant. Albert, il va présenter les usages. C'est ce que j'appelle la méthode du traducteur, traduire des fonctionnalités en usage. Quelle est la différence? Les fonctionnalités, c'est ce que l'outil peut faire, alors que les usages, c'est ce que le prospect peut faire avec l'outil. C'est complètement différent, on se concentre sur les bénéfices, la valeur que ça va lui apporter. Il y a une vidéo sur la méthode du traducteur, vous avez méthode de vente SaaS, je crois, sur YouTube, et vous pourrez la trouver, regardez-la, ça va vous aider à la construire, et dedans, en plus, il y a un document à télécharger pour vous aider à construire votre propre méthode si vous vendez du logiciel SaaS. Côté organisation, Jean-Claude, c'est un vendeur winner. Jean-Claude, il se bat jusqu'au bout. Jean-Claude, il pense que la vente commence quand le client dit non. Jean-Claude, il fait toutes les affaires, il en a 150 dans son pipe et il va jusqu'au bout. Tout le temps, il lâche rien, Jean-Claude. Albert, lui, il a compris un truc. Il a compris que son temps était compté. Albert, il a compris qu'il fallait vendre aux gens qui voulaient acheter et pas essayer de convaincre toute la planète parce qu'il n'a pas du temps illimité et qu'il doit se concentrer sur les affaires qu'il peut gagner. Voilà la philosophie d'Albert, jouer lorsqu'il pense qu'il peut gagner. Et le dernier point sur lequel nous allons comparer nos deux acolytes, c'est le point du closing. Jean-Claude, lui, il close sur son timing. Qu'est-ce que c'est ce timing? C'est la fin du trimestre, c'est la fin du quarter. Il faut absolument que je fasse signer les clients. Alors monsieur le client, quand est-ce que vous allez signer? Non, parce que si vous signez à la fin du mois, je vous fais 10% de réduction. Et souvent le client, il comprend pas pourquoi on lui demande d'aller vite, si ce n'est pour que le commercial puisse toucher son bonus. Il en joue, il va tirer les prix un max vers le bas, il va pas signer et le mois d'après, il va vous rappeler le discount que vous lui avez fait et il va vous tordre pour l'obtenir quand même et souvent vous allez devoir lâcher pour qu'il signe enfin l'affaire. Ça va le chiffre d'affaires certes, mais surtout la marge et ça, c'est pas bon pour les affaires et la croissance de votre entreprise. Albert, lui, il va closer sur le timing de son prospect. Voilà comment ça se passe. Alors, monsieur le prospect, quand est-ce que vous aimeriez profiter de la solution, l'avoir installée, puis commencer à avoir les résultats? Moi, j'aimerais bien avoir les résultats dans 6 mois. Dans 6 mois, ok. On l'a vu ensemble, le temps de former votre équipe, d'installer le logiciel. Il va falloir aussi que vous preniez une décision en interne. Vous m'avez dit que vous aviez un board par mois. Si on regarde, c'est-à-dire que vous devriez plutôt prendre votre décision dans à peu près 4 mois pour que tout se fasse comme prévu, c'est bien ça? Oui, au niveau timing, ça devrait plutôt être ça. Ok. Et c'est sur le timing de son prospect que Albert va construire son plan d'évaluation, son plan décisionnel avec le prospect, cette co-construction qui va lui permettre d'avoir des jalons forts sur lesquels s'appuyer pour faire progresser sa vente. Certains l'auront compris, cette comparaison entre Jean-Claude et Albert est inspirée de la méthode Customer Centric Selling qui m'a beaucoup inspiré pendant des années. Et si vous voulez aller dans le détail, je vous conseille vraiment ce livre Customer Centric Selling. C'est une pépite, c'est vraiment excellent. Leçon numéro 6, il faut avoir une vision claire de la performance. Souvent, les commerciaux sont perdus parce qu'ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de référentiel sur lequel s'appuyer
pour s'aiguiller, pour savoir si ils vont dans la bonne direction, s'ils vendent de la bonne manière ou non. Et ce n'est pas à eux de l'inventer, c'est à vous de leur donner si vous êtes le manager ou le fondateur du logiciel. Parce qu'un commercial qui ne performe pas, il peut y avoir que 3 explications. La première explication, c'est qu'il n'y a pas de product market fit et que malgré tous ces efforts, ils vendent de temps en temps, mais c'est beaucoup trop peu pour faire vivre l'entreprise. La deuxième raison, c'est que le commercial n'applique pas la méthode que vous lui avez donnée. Alors ça, c'est bien dommage et c'est facile à vérifier, donc pour le recadrer, c'est très facile d'un point de vue managérial. La troisième raison, c'est que la méthode n'est pas bonne. Si la méthode que vous lui avez donnée n'est pas la bonne et qu'il l'applique, effectivement, il n'y aura pas de performance. Donc là, vous avez 3 méthodes pour comprendre pourquoi vos commerciaux ou vous-même en tant que commercial, vous ne performez pas aujourd'hui. Après, derrière, les solutions pour régler ça sont peut-être un petit peu plus complexes, mais au moins vous aurez la source. La leçon numéro 7 pour exploser les ventes de votre logiciel SaaS, elle concerne le syndrome du fondateur, le founder syndrome. Il est partout. C'est un syndrome que j'avais conceptualisé en 2016, je crois. J'en ai fait une vidéo, j'en ai fait des conférences, le syndrome du fondateur, qui explique pourquoi les premiers commerciaux des entreprises peinent à obtenir leurs premiers résultats. 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour faire leurs premières ventes à peu près à des niveaux qui ressemblent à l'attendu. Pourquoi ? Parce que le fondateur, qui est souvent le premier vendeur d'entreprise, développe des compétences commerciales de manière inconsciente. Il parle avec beaucoup de prospects, il parle avec les personas types de son marché, et puis il aiguise sa technique. Mais ça, il ne le documente pas, il n'en prend même pas conscience. Il ne sait pas ce qu'il fait de différent, qui fait qu'il est meilleur que les autres, et qui fait que chaque fois qu'il a un nouveau commercial dans son équipe, il dit « Qu'est-ce qu'il fait ? Il performe pas, il avance pas. Moi, quand je vends beaucoup plus vite. » Le fondateur, il n'est pas magique, il n'a pas une aura comme ça qui fait que il va vendre mieux que tout le monde. Non, le fondateur, il a développé des choses. Et donc, son incapacité à transmettre ce talent à son équipe, c'est ça le syndrome du fondateur. Pour résoudre ça, il faut qu'il arrive à extraire toutes ses connaissances, à rationaliser tout ça et à le formaliser pour le mettre à disposition des commerciaux, les former, les entraîner et que tout ça se transforme sur le terrain en vente. Il y a une vidéo sur le syndrome du fondateur-vendeur, je vous laisse à nouveau la consulter. Et cette leçon numéro 7 sera l'une des 3 plus importantes leçons sur les 10 que j'ai apprises ces 4 dernières années. Bon, je fais une petite pause dans la vidéo parce que j'étais en train de me poser une question. Est-ce que vous êtes déjà abonné ? Parce que si vous n'êtes pas encore abonné et que la vidéo vous plaît, je vous conseille vraiment de le faire. Bon, moi ça m'aide à être vu évidemment et ça m'envoie un signal sur le fait que ça vous plaît, mais surtout vous, ça va vous permettre d'accéder aux prochains tips, aux prochains conseils que je vais vous donner, parce qu'au final on ne sait pas dans quelle vidéo va se cacher le prochain tip qui va vous permettre de débloquer une vente pour votre SaaS. Ça m'arrive régulièrement d'avoir vos messages pour m'expliquer que telle et telle astuce vous a aidé à le faire. J'ai d'ailleurs eu une personne il n'y a pas longtemps qui m'a écrit pour me remercier parce qu'elle a signé un deal à 6 chiffres qui était le plus gros deal de sa boîte grâce à un des conseils qui se cache dans mes vidéos. J'espère en avoir de plus en plus qui m'écrivent pour me dire ça. C'est pour ça que cette chaîne YouTube existe. Être des commerciaux ultra performants tout en étant responsables et intègres. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on reprend tout de suite la suite de la vidéo. Leçon numéro 8, la vente est une métaphore de la vie. Ce que j'ai remarqué, c'est que les commerciaux qui arrêtent de se former, qui continuent pas de se remettre en question, de s'entraîner sur les méthodes qu'ils ont déjà, ils finissent par reculer et s'éloigner de leurs objectifs. Et comme dans la vie, si on reste assis sur ses acquis, on finit par régresser. Il n'y a pas de stagnation. Soit on régresse parce qu'on ne fait plus rien, soit on progresse parce qu'on s'entraîne, on développe de nouvelles méthodes, on se forme au quotidien et on applique. Et bien en vente, c'est exactement la même chose. Il faut s'entraîner un petit peu toutes les semaines. Il y a plein de manières de le faire sur Internet, avec des coachs, avec des formations. Il y a suffisamment de choses gratuites aujourd'hui sur Internet pour s'entraîner en permanence. Alors faites-le, c'est très important parce que je vois beaucoup de sociétés qui ont du mal à avancer, tout simplement parce qu'elles répètent tous les jours les mêmes erreurs sans se remettre en question, sans se former, sans essayer de s'entraîner même sans le client, ce qui produit en fait un cercle vicieux où ils ont de moins en moins de rendez-vous, de moins en moins d'occasions de faire de la vente et du coup ils sont de moins en moins bons, etc. etc. Et ça c'est bien dommage. Leçon numéro 9, c'est une leçon de recrutement qui dit que les commerciaux aussi, ils ont un product market fit. J'ai appelé ça le sales market fit, c'est une invention, ça vaut ce que ça vaut, mais ce que ça veut dire c'est que les commerciaux, ils ont des comportements, des attitudes, une culture qui peut convenir plus ou moins avec un certain marché. Et l'attitude notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à changer chez les gens. Dans une phase amont ou même plus tard, je ne vous conseille pas de chercher à changer l'attitude de quelqu'un. Je peux me tromper, vous pouvez ne pas être d'accord, mais historiquement, moi j'ai vu beaucoup de patrons ou de managers se battre avec des commerciaux pour qu'ils changent d'attitude et ne pas y arriver, perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'argent dans un recrutement qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas intrinsèquement de mauvaise ou de bonne attitude. Ce qu'il y a, c'est une adéquation entre un comportement, une attitude et un marché, des habitudes, et pas avec un autre par exemple. Donc un commercial un peu laxiste, un peu détendu, qui n'a pas les codes par exemple des grands groupes et de la finance, il va avoir plus de mal à vendre au CFO de Total qu'un commercial qui a baigné là-dedans, a l'habitude, a des amis peut-être qui sont dans la finance ou qui travaillent dans les grands groupes
et qui va se fondre beaucoup plus facilement dans le décor. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, essayez de trouver des commerciaux qui correspondent. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a une citation d'Einstein, je crois, je suis pas sûr, que j'adore, qui dit que si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est bête. Donc, si vous avez recruté un poisson et que vous avez besoin d'un oiseau, ne cherchez pas à lui apprendre à voler. Relâchez-le dans l'océan, il trouvera son groupe et son marché qui lui correspondra bien et allez chercher votre prochain oiseau. Un livre qui peut vous aider à ne pas faire d'erreur en recrutement, c'est Who. Je l'ai lu, j'ai adoré. Je vous mets à l'écran 13 conseils qui vous donnent de choses que vous pouvez détecter en entretien et qui seront des drapeaux rouges, des red flags absolus pour écarter le candidat du processus de sélection. Si vous êtes vous-même candidat ou en recherche de job, lisez bien ces 13 red flags et évitez de les reproduire parce que comprenez qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont influencés par ça, qui vont le détecter et pour qui ça peut être un no-go, un repoussoir absolu à votre recrutement. Comme ça, tout le monde est au diapason et peut agir en conséquence. La 10e et dernière leçon que j'ai apprise auprès des plus de 100 SaaS qui m'ont fait confiance, c'est que quand on a un marteau, tout ressemble parfois à un clou. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, quand on découvre un nouvel outil, on a l'impression qu'il va nous sauver. On a l'impression qu'en achetant l'outil, on va régler tous nos problèmes, on va devenir meilleur, on va faire plus de transformations, on va gagner plus d'affaires. Et ce n'est pas le cas. Les outils ne vous sauveront pas. Les outils, c'est un multiplicateur de ce qui fonctionne déjà. Et ça, c'est un vrai problème, surtout en ce moment, avec l'intelligence artificielle, avec le développement d'autres sociétés logicielles, justement. Vous avez des outils tout le temps, partout, nouveaux, qui sortent sans arrêt. Vous pouvez déployer beaucoup d'énergie à les choisir, les acheter, ne pas les acheter, les comparer, ou de vous concentrer sur des essentiels en vente. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. En vente, il y a des essentiels. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de très sophistiqué jusqu'à 2, 3, 5, même 5 millions d'euros d'ARR. Vous n'avez pas besoin d'une usine à gaz. Il y a beaucoup d'outils qui vont vous aider à gagner en productivité, à analyser comment faire de meilleures ventes. Mais fondamentalement, ils seront utiles si vous avez réglé d'abord les problèmes de base. Il n'y a aucun outil qui compensera votre manque de product market fit. Il n'y a aucun outil qui compensera votre manque de compréhension du métier de votre client, de votre persona. Il n'y a pas d'outil non plus qui vous aidera à compenser votre retard, votre manque de professionnalisme. Et ces choses-là dans la vente sont bien plus importantes que la dernière animation à la mode de votre présentation PowerPoint. Je vous mets donc à l'écran une petite liste d'outils qui peuvent vous aider. En réalité, il y en a évidemment beaucoup plus, mais ceux-là font partie des fondamentaux. Pour résumer la vidéo, leçon numéro 1, sans lui, pas de magie, le Product Market Fit va vous aider à gagner. Leçon numéro 2, les riches sont dans les niches. Leçon numéro 3, maîtriser les dosages entre la prospection inbound et la prospection outbound. Les deux ont leurs avantages stratégiques. Leçon numéro 4, vendre, c'est aider un acheteur à acheter. Il faut bien choisir vos KPI de résultats, mais surtout introduire la notion de KPI d'intention pour garder le rythme. Leçon numéro 5, les champions ne sont pas ceux qu'on croit. Et là, on a comparé Jean-Claude et Albert en termes de style de vente. La leçon numéro 6, traiter sur l'importance d'avoir une vision claire de ce qu'est la performance commerciale chez vous. Leçon numéro 7, faites attention au syndrome du fondateur. Leçon numéro 8, la vente est une métaphore de la vie. La leçon numéro 9, elle vous dit que les sales aussi ont un product market fit, c'est le sales market fit, et ça vous aidera à gagner du temps sur vos recrutements. Et leçon numéro 10, quand on a un marteau, tout peut parfois ressembler à un clou. Voilà, j'espère que ces 10 leçons vont vous aider, que vous avez appris quelque chose, que vous avez une nouvelle idée pour vendre plus. Peut-être que c'est la méthode CompetiFriend qui consiste à rappeler les compétiteurs du client que vous venez de signer pour essayer d'avoir des rendez-vous avec eux. Que ce soit la vigilance autour du syndrome du fondateur et la vidéo qui est associée, vous pourrez aller voir d'ailleurs, ou encore la manière dont vous pouvez améliorer votre product market fit. Si l'une de ces choses vous a aidé, la mission est accomplie. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes ventes, continuez à faire grimper votre ARR, allez chercher vos objectifs, et d'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.